notre histoire commence le 3 avril 1944. Et ce jour-là, le New York Times va publier un article intitulé « Démission d'un fonctionnaire soviétique ». Et cet article, en quelques mots, débute en ces termes. Viktor Kravchenko, membre de la commission d'achat soviétique de Washington, a fait connaître hier qu'il se démettait de ses fonctions et se plaçait sous la protection de l'opinion publique américaine. Il accuse le gouvernement soviétique de pratiquer une politique étrangère de double jeu lorsqu'il se prétend disposé à collaborer sincèrement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne et accuse le régime de Staline de n'avoir pas réussi à donner au peuple russe sa liberté politique et civile. M. Kravchenko, dont le passeport porte le titre de représentant du gouvernement soviétique et capitaine dans l'armée rouge, avant de venir aux États-Unis, où il est arrivé en août dernier, il dirigeait un grand consortium industriel de Moscou. Il avait été naguère attaché en qualité de chef de section des munitions au soviet des commissaires du peuple de la République socialiste soviétique fédérée de Russie, la plus importante des républiques de l'URSS, membre du Parti communiste russe depuis 1929. Il avait occupé sous le régime soviétique plusieurs emplois importants dans le domaine économique. Pour des raisons de patriotisme faciles à comprendre, M. Kravchenko s'est refusé à toute déclaration concernant la conduite de la guerre actuelle par la Russie soviétique et n'a révélé aucun détail au sujet des problèmes économiques de la loi prêt et bail qui font en ce moment l'objet des travaux de la commission d'achat soviétique. L'article n'est pas très long, la date est importante. Nous sommes donc en avril 1944. Les Alliés travaillent au débarquement et la Russie supporte le plus lourd effort de guerre sur plus de 2000 km de front. Alors, cet article est passé à peu près inaperçu les premiers jours. Et qui est ce Kravchenko ? Viktor Kravchenko est le fils d'un ouvrier révolutionnaire emprisonné par la police du Tsar. Après la révolution bolchevique, sa famille travaille dans une ferme, il étudie dans une école d'agriculture et travaille comme apprenti dans une fonderie. Il adhère et milite aux jeunesses communistes. Il part étudier à l'Institut de technologie de Kharkov à 25 ans. Il est envoyé en mission au combinat de Nikopol où il découvre les conditions de travail des ouvriers. Et il est par la suite envoyé dans des villages qui sont hostiles à la collectivisation pour mettre en place justement cette collectivisation. Et il découvre les horreurs de la famine organisée. C'est ce qu'il décrira plus tard dans son livre « J'ai choisi la liberté ». Il sort diplômé dans les premiers rangs de son école de technologie. Il devient adjoint au commissariat au peuple et en charge de l'organisation de l'industrie soviétique. En 1943, donc, il a un parcours exemplaire, il franchit un à un tous les échelons, si bien qu'en 1943, il est envoyé à la commission d'achat soviétique à Washington pour mettre en œuvre le prêt qui a été consenti par les États-Unis durant l'été 1943 pour soutenir l'effort de guerre. Alors, il faut savoir que cette commission regroupe un large effectif de militaires, d'industriels, d'experts, de techniciens, de comptables, de personnes en charge de la manutention. Et le travail de Kravchenko était de coordonner toute cette équipe assez conséquente. Alors qu'il est aux États-Unis, il rentre en contact avec un dénommé David Dillon, qui est un ancien leader des mencheviks. Et Kravchenko dira plus tard, nous Russes, nous sommes des animaux grégaires, nous sommes chaleureux et tactiles et nous rentrons très facilement en relation avec nos compatriotes à l'étranger, en tout cas ceux qui étaient à l'époque à Washington. Et Dallin mettra en relation Kravchenko avec Eugen Lyons, dont je vous parlerai tout à l'heure, et cette rencontre, je pense, a été déterminante dans notamment le choix de Kravchenko de quitter cette commission et de rejoindre ce qui n'est pas encore le bloc de l'Ouest, mais l'Ouest, en 1944. Il n'est pas exclu que Kravchenko, dès 1943, rentre en contact avec le FBI. Il informe le FBI de l'importance des membres du NKVD au sein des équipes de cette commission d'achat.
Ça n'intéresse pas beaucoup Hoover, qui en revanche demande de faire une enquête sur Kravchenko. Et dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, Kravchenko décide de fuir Washington, où il résidait donc depuis plusieurs mois. Il prend incognito un train dans la nuit, direction un hôtel de New York, un obscur hôtel de New York, où le 3 avril, il organise dans son hôtel une conférence de presse pour expliquer les raisons pour lesquelles il quitte, entre guillemets, enfin, il fait le choix, entre guillemets, de la liberté. Alors, pour expliquer ces raisons, je crois aussi parce qu'il craint pour sa vie, et sous l'impulsion de Jane Lyons, il décide d'écrire un livre auquel il va travailler sans relâche, en allant de ville en ville, en se déplaçant sans arrêt par crainte d'être repéré. Et il commence à travailler un manuscrit qui fait plusieurs dizaines de pages, sauf que Kravchenko n'est pas un écrivain. Et en revanche, comme il est en contact avec Eugene Lyons, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, je vais enfin vous dire qui est Eugene Lyons. Eugene Lyons est un fils d'émigrés russes qui s'est installé aux États-Unis au début du XXe siècle. Et l'ironie du sort, c'est que Eugene Lyons était un très grand partisan du communisme et de la révolution bolchevique. Il a été toujours très très proche et c'est un grand sympathisant des idées de gauche et d'extrême gauche. Il avait couvert plusieurs procès d'activistes, ou présumés activistes. Il avait notamment couvert à Boston le procès de Sacco et Vendetti en 1920, dont il publiera un livre. En 1922, il devient éditeur d'une revue qui est appelée Soviet Russia Pictorak, un mensuel des amis de la Russie soviétique. Et en 1927, il devient le correspondant à Moscou de la United Press International. Et du fait de sa proximité, de sa loyauté envers le gouvernement soviétique, il eut l'honneur suprême d'être le premier journaliste de l'Occident à interviewer Staline. Et l'interview eut lieu le 22 novembre 1930. Sauf que, présent à Moscou, il fut le témoin, bien qu'éloigné, parce qu'on lui reprochera de ne s'être jamais rendu sur place, mais il fut le réceptacle des témoignages relatifs à l'organisation de la famine et des répressions qui pouvaient s'abattre contre les familles qui refusaient de participer à l'industrialisation forcée de l'Union soviétique. Et il rentre aux États-Unis en 1934, ayant perdu toutes ses illusions, prenant peu à peu ses distances avec le gouvernement de Joseph Staline, puis peu à peu avec le communisme et le stalinisme. Et c'est Eugene Lyons qui va arranger une rencontre entre Viktor Kravchenko et une première maison d'édition qui refusera le manuscrit de Kravchenko. Et c'est une seconde maison d'édition qui acceptera de prendre son manuscrit. C'est la maison d'édition Scribner's & Son, qui lui promet une avance de $15 000, mais à condition de retravailler son manuscrit. Et Kravchenko est très très susceptible sur tout ce qui concerne son travail. Il ne veut pas que l'authenticité de son témoignage soit travestie. Et donc, il pose une seule condition, c'est de relire chaque ligne du travail qui sera effectué par Eugene Lyons. Et donc, c'est à quatre mains, entre guillemets, qu'ils vont travailler sur ce manuscrit, étant entendu que Viktor Kravchenko négociera de la manière la plus ferme qui soit d'avoir le dernier mot sur chaque mot de cet ouvrage, qui finira par être publié en 1946 sous le titre I Chose Freedom, qui fut un immense succès littéraire parce qu'il fut publié à 2 millions d'exemplaires en quelques mois, vendu à 2 millions d'exemplaires en quelques mois. Alors, en France, en 1946, on n'a pas beaucoup vendu ce livre, bien qu'il ait été édité et publié dans différents pays, pas seulement aux États-Unis. Et c'est Jean de Kerdelan, qui était un jeune éditeur français qui, au cours d'un dîner, aura vendu ce livre et son succès outre-Atlantique. Et Jean de Kerdelan se décide à se rendre aux États-Unis, rencontre Kravchenko et signe un contrat avec lui pour traduire et publier son livre en France. Alors, il faut savoir que donc, Kravchenko avait écrit en russe, parce qu'au cours du procès, cette question sera largement débattue entre les différentes parties.
Il avait écrit son manuscrit en russe, qui avait été traduit en anglais, et pour s'assurer que la traduction était conforme à son manuscrit, Kravchenko demandera une traduction de la traduction anglaise, une traduction en russe de la traduction anglaise. Et donc Jean de Kerdelan travaillera à partir de cette traduction anglaise. Et il publie J'ai choisi la liberté, sort en France le 1er mai 1947, et ça sera également un immense succès, puisqu'il atteindra très rapidement plus de 400 000 exemplaires vendus. Il fera aussi bien en leur temps que Le silence de la mer de Vercors, Le Petit Prince, Le monde de Don Camillo ou Le Grand Cirque de Klostermann. Donc un immense succès qui peut s'expliquer par le fait que, d'abord, c'est un coup d'audace de la part de Jean de Kerdelan, parce que en 1947, 46-47, l'opinion française est là, elle n'est pas pro-communiste, mais elle est quand même très proche, et en tout cas assez sympathique aux idées communistes. C'est quand même le premier parti de France. Aux dernières élections, ils font 28% des voix, c'est-à-dire un tiers du corps électoral. Le Parti communiste est auréolé des martyrs de la résistance, de sa lutte contre le nazisme. L'Union soviétique a fait tomber Hitler à Stalingrad. Elle a payé le plus lourd tribut. Je crois qu'il y a 25 millions de morts en Russie. Et comparé aux demi-million de morts aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. Et donc, le Parti communiste, les idées du Parti communiste sont extrêmement renforcées de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les communistes participent au gouvernement en France. Donc, c'est vraiment un coup d'audace de la part de Kerdelan de publier ce brûlot, pas anti-russe, mais anti-soviétique, de dénoncer les purges, de dénoncer l'organisation des famines en Ukraine, et parce que en fait c'est toute cette histoire que Kravchenko va raconter dans son livre, puisqu'il a été du fait de ses fonctions aux premières loges à chaque fois. Il a été aux premières loges, il a assisté aux purges, il a été envoyé en mission dans des villages qui étaient hostiles à la collectivisation. Et en fait, c'est son histoire personnelle qu'il raconte à travers ce livre. Et à travers son histoire personnelle, eh bien, les dérives du régime stalinien. Sauf que 1947, c'est aussi une année charnière. On rentre dans la guerre froide. Ça fait 1 an que Churchill a prononcé son fameux discours de Fulton sur le rideau de fer qui s'est abaissé sur le continent européen, de Stettin à la Baltique, à Trieste sur l'Adriatique. Tito, lui, tient tête en Yougoslavie. En Grèce, les communistes commencent à perdre du terrain. Donc la configuration géopolitique est en train de rebattre les cartes et le grand allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. En France, c'est le début de la guerre d'Indochine, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, la position des communistes au sein du gouvernement est de plus en plus difficile parce qu'ils vont s'opposer au vote pour renforcer les budgets militaires pour les troupes partant en Indochine. Donc tout ça fait qu'on est dans une date, 47 est à mon sens une date charnière, et je pense que le succès du livre de Kravchenko en France en 1947 tient beaucoup aussi à ce contexte géopolitique. Alors, une fois ce livre publié, les lettres françaises sont vent debout. Alors, les lettres françaises sont une publication littéraire qui a été créée en septembre 1942 pendant l'occupation par Jacques Decour, qui périra sous les balles allemandes. C'est une des nombreuses publications du mouvement de la résistance, comme les éditions de Minuit. Et cette publication clandestine, au lendemain de la guerre, a bénéficié de la collaboration de beaucoup d'écrivains, quel que soit leur bord. Il y a eu Louis Aragon, François Mauriac, Claude Morgan, Raymond Queneau, Jean Lescure, Vercors. Sauf que à la Libération et jusqu'en 1972, les lettres françaises dirigés par Louis Aragon, eh bien, vont devenir, ils vont adopter une ligne communiste et bénéficier du soutien financier du Parti communiste français.
D'ailleurs, il faut savoir qu'en 68, ce soutien financier va disparaître, puisque les lettres françaises, elles, vont s'opposer à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, et du jour où l'URSS cessera de souscrire de nombreux abonnements au profit des lettres françaises, le journal périclitera. Il disparaîtra un moment, sa publication sera interrompue, et elle paraîtra sous forme d'encart dans Libération à partir de mars 2004. Et vous pouvez aujourd'hui retrouver les lettres françaises uniquement sur leur site internet. Elles n'existent plus du tout sur leur support papier. Et en 1948, 47-48, le directeur de la publication était Claude Morgan. Alors, vent debout contre Kravchenko, les lettres françaises vont publier une série d'articles signés par un journaliste inconnu jusque-là qui s'appelait Sim Thomas, qui prétendait détenir des informations d'un agent secret de l'OSS, lui indiquant qu'en fait ce livre était une opération de la CIA, c'était une opération de manipulation. Et il va donc publier un article prétendument fondé sur des sources sûres, intitulé « Comment fut fabriqué Kravchenko ». Et dans ce livre, dont je vais vous épargner dans ces articles, dont je vais vous épargner la lecture, plusieurs imputations que Kravchenko jugera diffamatoires à son encontre seront donc tenues. La ligne était de dire, en fait, la stratégie, c'était de salir l'homme pour décrédibiliser son témoignage. Donc Kravchenko était un alcoolique, un personnage sans foi ni loi, quelqu'un qui aurait été le pigeon idéal en réalité, qui n'avait aucune culture, qui aurait été incapable de signer un livre de plusieurs centaines de pages. Et donc, on dira qu'il aurait fabriqué des faux états de rendement lorsqu'il dirigeait des usines, qu'il aurait été traduit devant des tribunaux en Union soviétique pour violation de la discipline, que le livre en réalité avait été écrit par un menchevique, et Kravchenko n'ayant été qu'un prête-nom. Quatre autres articles sortiront, dans lesquels on imputera à Kravchenko d'être un être abject, un menteur, un pantin dont les grosses ficelles sont made in USA, il n'est qu'un pion d'un jeu démodé, c'est un traître. On verra le mot traître, et à l'époque, on le lançait très facilement à la tête de ses adversaires politiques. Kravchenko est un pantin, c'est un vulgaire traître, un ennemi des alliés et de son propre pays. La thèse, c'est qu'en quittant l'Union soviétique en mai 1944, Kravchenko aurait quasiment menacé l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'encore une fois, on était en plein préparatif du débarquement, et ça, c'est un argument qu'on lui reprochera, c'est la date à laquelle il a choisi de partir. En gros, on ne quitte pas son camp en pleine guerre, et le fait d'avoir quitté son camp en pleine guerre faisait de lui un traître. Bon, on oubliera que Thorez, qui dirigeait le Parti communiste, avait fait la même chose, puisqu'il était parti en Union soviétique dès 1939, dans un pays qui n'était même pas un allié de la France à l'époque. Mais ça, les avocats de Kravchenko auront le plaisir de le rappeler aux lettres françaises pendant le procès. Alors, ces articles sont portés à la connaissance de Viktor Kravchenko. Ce qui l'intrigue, c'est ce Sim Thomas, dont personne n'a jamais entendu parler. Et pour cause, Sim Thomas n'a jamais existé. Et on apprendra en 1979, en lisant les mémoires de Claude Morgan, qui était le directeur de la publication, qu'en réalité, cet article lui avait été apporté tout fait par un dénommé Georges Ullmann. Alors, Georges Ullmann, c'est un journaliste de carrière français, qui lui est devenu secrétaire de la rédaction de la revue Esprit en 1932 et est parti en reportage pour couvrir la guerre civile en Espagne. Il aurait contribué, dit-on, à l'évacuation des républicains espagnols vers la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il a créé un réseau de résistance et a été arrêté en 1943 pour cela est déporté au camp de Mauthausen.
Et après la libération de la France, il reprend son métier de journaliste. Il devient le rédacteur en chef du journal Les Étoiles, puis de l'hebdomadaire La Tribune. Et selon certains historiens, ce journal était envoyé au ministère et aux principaux décideurs, ainsi qu'à de nombreuses ambassades, et a bénéficié de 3 500 000 francs qui auraient été versés en 24 ans par l'Union soviétique. Voilà. Et on pense que Georges Ullmann aurait adhéré au Parti communiste français et qu'il aurait été recruté par le NKVD sous le nom de code de Durand. Voilà. Alors d'autres personnes contestent en tout cas l'adhésion, enfin le recrutement de Georges Ullmann par le NKVD, et d'autres diront même en revanche qu'en 1948, André Ullmann aurait été également approché par les services de la République populaire de Pologne sous le nom de code Lully. Alors, est-ce que Ullmann était manipulé ou pas par le NKVD ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une très grande proximité entre lui et les autorités soviétiques. Alors, Kravchenko assigne en diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris les lettres françaises, la diffamation étant un délit en France. Et ce procès a un retentissement énorme. On fait la queue depuis 7 heures du matin, boulevard du Palais, devant un cordon de la gendarmerie. Les médias du monde entier se donnent rendez-vous à ce procès. On pouvait apercevoir dans le public André Gide, Mauriac, Aragon. Et ce procès, qui était programmé sur 3 jours, durera 25 jours, du 24 janvier au 22 mars 1949. Au cours desquels seront entendus pas moins de 59 témoins. Alors, un procès, c'est une pièce, ça a une dramaturgie, donc il y a des acteurs de cette dramaturgie, notamment les avocats. Kravchenko avait pour principal avocat Georges Izard. Georges Izard était officier de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance, croix de guerre. Après une brève carrière politique, comme directeur de cabinet, il s'est inscrit au barreau de Paris en 1932. Il a été secrétaire de la conférence du stage. Il est un des fondateurs de la revue Esprit. Il est un de ceux qui soutinrent l'Espagne républicaine et un des rares à avoir refusé en 1940 de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il rejoint la Résistance et à la fin des années 40, il quitte la politique après la guerre pour effectuer son retour au barreau, où son nom allait être associé donc à la défense de Kravchenko, mais également à la défense de Paul Claudel contre Charles Maurras. Il a une carrière assez remarquée et remarquable. Il a été élu à l'Académie française le 11 février 1971, au fauteuil numéro 32. Alors, je vais un peu sortir de mon sujet, mais je trouve que l'anecdote est assez amusante, c'est que le fauteuil numéro 32 est ce qu'on appelle le fauteuil maudit. Alors, si Jean-Félix de la Ville-Baugé rêve un jour de rentrer à l'Académie française, il faut absolument qu'il évite le fauteuil 32, parce que ceux qui l'ont occupé ont presque tous une histoire particulière avec elle. François Veillergan, qui l'occupe en ce moment, a été élu le 26 mars 2009, mais il ne sera reçu que le 16 juin 2011, soit 27 mois plus tard, parce qu'il était réputé pour sa lenteur et il ne se décidait pas à rédiger son discours en hommage à son prédécesseur. Avant lui, Roger Grillet avait été élu en mars 2004 par 19 voix sur 35 et il devait être reçu le deuxième trimestre 2005. Et il devait prononcer le discours en hommage à Maurice Reims, son prédécesseur, revêtu de l'habit vert et en portant l'épée. Mais Robert Grillet voulait absolument faire fi de ses usages. Il avait claironné pas de costume, en menaçant de venir en col roulé blanc. Il n'a jamais voulu se mettre à son discours de réception en proposant de l'improviser, ce qui n'a pas du tout plu à l'Académie française, et donc il n'a jamais occupé son siège. Prédécesseur Robert Aron, historien, lui, devait être reçu le 26 avril 1975, il est mort 5 jours avant. Avant Georges Izard, Henri Massy avait été reçu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour son discours d'intronisation, parce que malheureusement la coupole était en travaux.
Le grand poète Alfred de Vigny a occupé aussi ce fauteuil, il faut le savoir, mais il connut un sort peu enviable parce qu'il avait échoué 4 fois. Et lorsqu'il avait été reçu la 5e fois, il prononça un discours vengeur qui mécontenta totalement la compagnie qui lui tourna le dos pendant tout le temps où il fut immortel. Charles Étienne, qui était le prédécesseur d'Alfred de Vigny, Charles-Guillaume Étienne, était le seul académicien à être élu 2 fois. Une première fois en 1811, il a été accusé de plagiat et il a été obligé de quitter l'académie pour revenir en 1829. Encore avant lui, Simon Auger fait partie de la triste liste des 4 suicidés, avec Monterland, d'une compagnie qui a compté 728 immortels. Il se jeta dans la Seine du haut du pont des Arts, voilà. Et puis Lucien Bonaparte, tous ceux-là ont occupé le fauteuil 32. Le second frère Napoléon, il fut élu en 1803 au fauteuil 32, évidemment. Et après avoir été proscrit à la Restauration, l'ordonnance royale de 1816 l'exclut de la coupole. Je reviens à mon sujet, plus sérieusement. Donc, Georges Izard, l'avocat de Kravchenko, et les lettres françaises avaient pour principal avocat Joël Nordman. Alors, Joël Nordman, est issu d'une famille juive alsacienne. Il adhère jeune au Parti communiste. Et il commence une carrière de sous-marin du parti dans le milieu judiciaire. Et en 1939, c'est un communiste tellement convaincu qu'il arrive à défendre la poignée de main entre Hitler et Staline, expliquant à ceux que cela scandalisait que le pacte germano-soviétique protégeait l'armée rouge. Il fut radié du barreau par l'ordre des avocats au nom de la législation de Vichy, qui avait interdit aux juifs de porter la robe et d'être avocats. De même que les magistrats et professeurs, bien entendu, ce n'était pas réservé aux avocats. Et il s'engage très tôt dans la résistance. Il perd la plupart de ses camarades qui meurent au combat. Et il connaît un léger et provisoire goût du pouvoir au ministère de la Justice. Il représente la résistance à la Commission centrale d'épuration de la magistrature. Il participe au procès de Nuremberg et consacre sa vie à poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité. Il fut un des artisans des procès Touvier et Barbie. Il a défendu les Algériens, les victimes de Pinochet au Chili, les Vietnamiens en guerre, les pays d'Afrique en pleine décolonisation, les opposants dans l'Espagne de Franco, les Palestiniens. Et ce qui n'a rien à voir, il s'est aussi occupé du divorce de Maurice Thorez. Mais sa défense des droits de l'homme s'est arrêtée aux frontières du bloc soviétique. Pendant longtemps, et très sérieusement, Joël Nordman n'a jamais voulu voir ce qui se passait en Union soviétique, ni lire l'archipel des goulags. Vous avez les protagonistes. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec une technique judiciaire et des points de vue juridiques, mais je pense que c'est important pour bien comprendre le déroulement du procès Kravchenko, parce qu'il assigne donc sur le terrain de la diffamation, et la définition de la diffamation et son régime procédural, notamment d'administration de la preuve, comment on fait la preuve de ce qu'on soutient, ont eu une incidence, à mon avis, déterminante sur le déroulement du procès qui, en fait, va se refermer comme un piège sur les lettres françaises. La diffamation, c'est l'imputation d'un fait précis, mensonger, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé. Donc, pour que le délit soit caractérisé, en matière de diffamation, il faut une allégation qui soit mensongère, attentatoire à l'honneur et à la considération d'une personne qui est précisément visée. Et alors que le livre de Viktor Kravchenko, à travers son histoire personnelle, dénonçait des exactions, des répressions, des famines, des purges, les lettres françaises vont s'attaquer à la personne même de Kravchenko. Ce qui fait que vouloir déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux en s'attaquant à la personne de Viktor Kravchenko, par rapport aux faits que lui relate dans son livre, on est déjà en dehors des clous. Et on part avec un handicap certain. Et ce qui va être encore plus compliqué pour les lettres françaises, c'est que la loi prévoit en matière de diffamation que vous pouvez vous défendre, l'organe de presse peut se défendre en apportant la preuve de son allégation. Mais
il est réputé de mauvaise foi. C'est-à-dire que la charge de la preuve incombe non pas à celui qui est diffamé, mais à celui qui diffame. Donc la charge de la preuve incombe aux lettres françaises. C'est aux lettres françaises d'apporter la preuve que ce qu'elles ont dit sur Kravchenko est vrai, qu'il a été incapable d'écrire ce livre, que c'est un alcoolique, que c'est un mauvais mari, que c'est un agent de la CIA. Et pour ce faire, comme l'organe de presse est censé disposer des preuves de ce qu'il allègue avant même l'écriture de son article, eh bien, les lettres françaises, le diffamant, a un délai très court qui est un délai de 10 jours à compter de l'assignation pour formuler une offre de preuve, de témoins ou de manuscrits. Là, en l'espèce, ce seront essentiellement des témoins. Donc, à compter de la citation plutôt qu'assignation devant le tribunal correctionnel pour diffamation, une fois qu'ils reçoivent cette citation, les lettres françaises avaient 10 jours pour faire connaître la liste des témoins qu'elles entendaient entendre devant le tribunal correctionnel. Et donc, le délai, on peut s'imaginer extrêmement court, et ça donne d'abord toute l'attitude à la défense de Viktor Kravchenko de s'organiser au vu de la liste des personnes qui étaient citées, ce qui leur donne un avantage certain sur les lettres françaises. Et puis, l'autre handicap pour les lettres françaises, c'est qu'elles ont été obligées de se mettre en contact avec l'ambassade soviétique à Paris pour déterminer une liste de témoins qu'on allait faire venir d'Union soviétique pour attester de la mauvaise moralité de Viktor Kravchenko. Et ce faisant, les lettres françaises vont se mettre totalement sous la dépendance des autorités soviétiques pour l'issue de ce procès. Elles seront totalement dépendantes du choix judicieux de ces témoins et de ce que ces témoins allaient apporter. Alors, les témoins des lettres françaises sont au nombre de 35. Ils vont faire venir 35 personnes à la barre qui se répartissent soit entre des témoins de moralité, et vous aurez des grands résistants comme Emmanuel Dastier de la Vigerie, Vercors, ou même un membre du Parlement britannique qui vont venir témoigner au profit des lettres françaises pour dire que les lettres françaises sont l'héritage. Là, on est dans l'argument moral, si vous voulez, on est dans l'incantation. Les lettres françaises sont les héritières de la Révolution française. Elles ont payé le prix du sang, donc ce qu'elles disent est vrai. Et lorsque vous aurez des grands résistants comme Emmanuel Dastier de la Vigerie ou Vercors, qui lui, après avoir collaboré aux lettres françaises, va collaborer avec Libération, vous avez un exemple de ces intellectuels français qui se sont égarés et qui n'ont voulu voir dans le régime de Staline que le régime qui a contribué à la victoire finale contre les fascistes. Et d'ailleurs, dans les minutes du procès, ce qui est assez saisissant, il faut que je vous les retrouve, ce sont la mission que s'assignent les lettres françaises lorsque Claude Morgan présente les lettres françaises à la barre du tribunal, au premier jour de l'audience. Il va s'avancer et il va dire « Je représente les lettres françaises. Les lettres françaises sont un hebdomadaire littéraire qui défendent la propreté littéraire. Elles combattent cette littérature de veulerie, de désespoir, de dégradation humaine qui démoralise le public français. Elles défendent la pensée française contre l'invasion massive de ces publications américaines qui, comme le Reader's Digest, Confidence, la plupart des journaux d'enfants et presque tous les magazines de cinéma pratiquent chez nous, c'est-à-dire un dumping éhonté. Elles ruinent les revues françaises et répandent par millions d'exemplaires, au moyen d'une publicité colossale, une propagande beaucoup plus habile que celle d'Hitler. » Et donc, vous voyez qu'on est sur un terrain essentiellement idéologique. On parle de pureté de la pensée, on parle de pureté littéraire, une pureté qu'avait défendue en Allemagne le système le système nazi. Alors, vous aurez donc ces témoins de moralité qui, sur le fond de l'affaire, beaucoup d'entre eux, soit ont été des résistants, soit ont adhéré au Parti communiste, soit ont été résistants et ont adhéré au Parti communiste. Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais rendus en Union soviétique. Donc, ces témoins sont dans l'incapacité de témoigner de l'existence des purges, de témoigner de l'existence des camps, mais en revanche, elles témoignent
voilà, de la haute vertu morale des lettres françaises et de leurs fondateurs. Et donc, ce qui est écrit, et donc, si les lettres françaises disent que Kravchenko est un pantin, c'est que Kravchenko est un pantin. Et ça doit être accepté comme une pétition de principe. Vous avez aussi des témoins qui sont venus du RSS, dont la liste a été établie par, en tout cas, en étroite collaboration et coopération avec l'ambassade soviétique. Et vous aurez donc le général Rudenko, qui était officier de l'armée rouge, qui viendra témoigner de la mauvaise moralité de Kravchenko. Et puis, vous aurez un moment pathétique au sens propre du terme, c'est le témoignage de la femme de Kravchenko, l'ex-femme de Kravchenko, que les autorités soviétiques enverront en France pour témoigner contre son mari. Et elle aura des propos abominables contre Viktor Kravchenko. Ils se feront face devant la salle d'audience. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Et elle dira que cet être est un irresponsable. Elle dira à la face de Viktor Kravchenko, devant le tribunal français, devant les magistrats français, devant la presse internationale: ce personnage est abominable, ce personnage a ruiné ma vie, je ne veux plus en entendre parler. Il m'a battu, il m'a abandonné avec mon enfant. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce que vous dira Kravchenko. Et malgré l'émotion très vive de Viktor Kravchenko, il aurait pu être agressif, mais en fait, alors qu'il a été pendant toute la durée du procès, en tout cas avant le témoignage de son ex-femme, très intervenant sans cesse, avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup d'éloquence, il se fera tout petit, il se fera très bienveillant à l'égard de son ex-femme, et il lui parlera peu, il s'adressera plutôt au tribunal en lui disant: Madame Gorlova ne se trouve pas en France de son plein gré. Elle est la victime du service policier soviétique. Son père a été arrêté durant la purge et il a été envoyé au bagne pendant 10 ans, sans droit de correspondance. Il fut arrêté par le NKVD. Et pendant les heures qui suivront, une bataille entre avocats aura lieu pour savoir si le père de Gorlova était ou non arrêté par le NKVD, elle soutenant que son père était mort d'une pneumonie. Et finalement, beaucoup de ces témoins venus d'Union soviétique pour témoigner, comme le révélera le débat, ont des proches qui étaient restés en Union soviétique, et leur témoignage, du coup, ne pouvait pas emporter la conviction du tribunal. Ou alors vous aurez, parmi les témoignages des lettres françaises, des illuminés, des fous dangereux au sens propre du terme, comme Garaudy. Garaudy, qu'on retrouvera des années plus tard, philosophe, député communiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Garaudy, durant toute sa carrière, va glisser inexorablement vers l'extrême droite, vers l'antisémitisme. Il aura des thèses révisionnistes. Il se convertira à l'islam et pendant le procès, il explosera dans un délire total en se faisant le chantre de... je ne vais pas dire du communisme, mais le chantre des exactions qui ont été commises sous le régime de Staline. Et il se lèvera, il explosera au cours de son témoignage. Nous avons le sentiment, et c'est vrai, qu'une telle démocratie implique des disciplines. Les disciplines que M. Kravchenko n'a pas pu supporter. Elle implique des disciplines et nous savons pourquoi. Si nous voulons que chacun ait sa chance, il ne faut pas laisser à l'égoïsme envahissant des forts la possibilité d'exterminer la liberté des faibles. Et là, Garaudy va partir en faisant revivre les grands noms et les morts de la Révolution française. C'est déjà Lacordaire qui disait qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère.
Nous savons aussi que non seulement cette démocratie en elle-même exige ses disciplines, mais que la lutte pour cette démocratie exige une lutte constante et par conséquent, les disciplines du soldat, c'est vrai chez les Jacobins, ils s'imposaient cette discipline, les bolcheviks ont eu à le faire aussi. Jaurès prévoyait déjà en 1912 que le premier pays, disait-il, qui s'engagera dans la voie du socialisme, verra se diriger contre lui toutes les armes et toutes les calomnies du monde capitalisme. Nous pouvons dire à Kravchenko qu'il aille dire à ses maîtres que le peuple français a fait son choix. Il a choisi la tradition jacobine de Valmy contre les émigrés de Coblence. Il a choisi contre les Versaillais le patriotisme de la Commune. Il a choisi contre les Vichysois la voie de la libération qui est celle de la résistance avec les pures disciplines qu'elle imposait à chacun. Et il n'appartient pas à d'aussi petits hommes de renverser ce cours de l'histoire. Voilà à peu près l'ambiance du côté des lettres françaises, donc une ambiance empreinte de beaucoup d'idéologie, d'un peu d'hystérie parfois et de manipulation avec l'arrivée de ces témoins venus d'Union soviétique et des témoignages visiblement imposés. De son côté, Kravchenko, lui, fera venir 24 témoins, en grande partie des Russes ou des Ukrainiens qui étaient dans les camps de déplacés. La technique qu'a choisie Kravchenko et ses avocats en voyant la liste donc, des témoins de la partie adverse a été de publier une annonce, enfin des annonces dans les journaux qui étaient diffusées dans les camps de déplacés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ils recevront 5000 offres de témoignages qu'ils devront trier. Et Kravchenko donc, choisira 24 témoins sur ces 5000 offres de preuves et il paiera de sa poche le déplacement de tous ces témoins, leur déplacement à Paris et leurs frais de séjour. Et vous verrez, il faut le dire, des témoignages vraiment bouleversants de paysans ukrainiens, d'électriciens russes, d'ingénieurs électriciens qui soit ont été victimes des exactions du NKVD, qui ont subi les interrogatoires, qui ont été témoins des traitements qu'on infligeait aux femmes et aux enfants dans les prisons soviétiques, qui ont été témoins de la déportation, qui ont travaillé dans les camps. Vous avez notamment le témoignage de Ivan Grevzoun, qui était un paysan ukrainien déplacé en Allemagne. Et lui, au moment de l'arrivée de l'armée rouge en Allemagne, il a pris la fuite vers un camp de concentration allemand, plus à l'ouest, pour ne pas être pris par l'armée rouge. Et selon son témoignage, il dira au tribunal qu'il a préféré être prisonnier des Allemands que prisonnier des Soviétiques, car, nous dit-il, les Britanniques et les Français qui tombaient entre les mains des Allemands comme prisonniers de guerre étaient aidés par la Croix-Rouge. Tandis qu'en Union soviétique, Staline a dit « Nous n'avons pas de prisonniers, il n'y a que des déserteurs, des traîtres du Parti communiste et de la patrie, et des milliers d'entre nous seraient morts s'ils étaient retombés entre les mains de l'armée rouge. » Et le président posera régulièrement, le président de l'audience, à l'audience, posera régulièrement la question à ses témoins en leur demandant « Mais pourquoi vous avez fait le choix d'être déplacé et vous avez fait le choix de ne pas rentrer en Union soviétique ?» Et la réponse a toujours été la même, parce que les autorités soviétiques déclaraient que tous les prisonniers de guerre qui avaient été déportés par la force en Allemagne ou qui s'étaient rendus en Allemagne devaient se racheter aux yeux du peuple soviétique et ils étaient coupables d'avoir été prisonniers de guerre. Et parmi ces témoignages, vous avez le témoignage de Margaret Buber-Newman qui est venue à l'audience. C'est un écrivain. Elle demeurait en Suède et c'est la belle-fille du philosophe allemand Martin Buber et la femme d'Ernest Newman qui était un des membres du Politburo du Parti communiste allemand. Et
Martin Buber a été un des premiers à dénoncer le national-socialisme, à dire qu'il fallait rentrer en conflit ouvert avec le parti nazi, ce qui n'était pas avant, qui au début n'était pas la position du Parti communiste allemand. Et au début, la position du Parti communiste allemand était qu'il fallait combattre le national-socialisme avec les armes spirituelles. Fermez les guillemets. Et donc, il s'est mis en porte-à-faux avec la ligne du Parti communiste. Il s'est mis aussi en porte-à-faux avec Staline. Staline l'avait convoqué en 1932 pour discuter de l'émergence du national-socialisme. Staline lui disant, mais entre guillemets, hein, c'est une bonne chose pour nous, puisque si le nazisme arrive au pouvoir, ils vont s'occuper de l'Est et nous aurons les mains libres à l'Ouest. Le Parti communiste allemand chasse Martin Buber au milieu des années 30. Il est obligé de se réfugier en Espagne. Il y a une demande d'extradition qui est formulée à son encontre. Il se cache en Suisse. Et finalement, le seul pays qui accepte de le recevoir, lui et sa femme, c'est la Russie. Et donc, ils vont vivre 5 ans en Russie. Et au moment du rapprochement entre Staline et Hitler, eh bien, un beau jour, Martin Buber disparaîtra, déporté. Sa femme sera arrêtée. Et en avril 1937, c'est ça, et par le NKVD. Et elle sera déportée dans le camp de concentration de Karaganda, où elle y passera un certain temps, avant d'être remise par le NKVD au SS et internée dans le camp de concentration allemand de Ravensbrück. Et en fait, ce témoin, Margrethe Buber-Neumann, elle incarne en quelque sorte, au fond, la gémellité entre les pratiques nazies et certains aspects de la répression stalinienne. Et son témoignage, qui a été vraiment poignant, et on le ressent en lisant les minutes du procès. C'est très dur en fait de reconstituer l'audience d'un procès en lisant les minutes, parce que ce sont des retranscriptions écrites qui sont parfois parcellaires, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'on sent pointer vraiment l'émotion au moment du témoignage de Margrethe Buber-Neumann. Et son témoignage était tellement bouleversant que même Simone de Beauvoir dira qu'en entendant ce témoignage, elle finit par être convaincue de l'authenticité des révélations de Viktor Kravchenko. Voilà comment se déroulera ce procès. Quel en fut l'épilogue ? Eh bien, le 4 avril 1949, par 3 jugements, le tribunal condamnera les lettres françaises à 5 000 francs d'amende et 50 000 francs de dommages-intérêts. On partait rarement en prison pour des faits de diffamation. Le fond de l'affaire, c'est qu'il donnera raison à Kravchenko. Pas tant au fond sur le fond, c'est-à-dire que le tribunal refusera de se prononcer sur les atrocités commises par le régime stalinien, en disant « je ne suis pas saisi de ça ». Je suis saisi de la question de savoir si Viktor Kravchenko a été capable ou non d'écrire ce livre, s'il a été un agent de la CIA. Et le tribunal nous dit les lettres françaises sont incapables d'apporter cette preuve, que Viktor Kravchenko, compte tenu de son comportement à l'audience, de ses multiples interventions, de son sens de la répartie, est tout sauf un abruti, est tout sauf un pigeon. Et donc, les lettres françaises échoueront à apporter la preuve de leurs allégations. Elles seront condamnées lourdement, puisque à l'époque, 50 000 francs de dommages-intérêts est une lourde somme. Et cette condamnation sera confirmée par la Cour d'appel. Kravchenko partira au Pérou, lui, après ce procès. Il y exploitera des mines d'or qui feront sa fortune qu'il perdra. Il rentrera par la suite aux États-Unis et les témoins dirent de lui qu'il avait changé beaucoup, qu'il devenait de plus en plus sombre, qu'il buvait de plus en plus. Il apprendra qu'après l'apparition de son livre, son père était mort dans un camp. Et il travaillait un nouveau roman, enfin un livre plutôt, puisque le précédent n'était pas un roman, donc un nouveau livre. Et il se tire une balle dans la tête le 24 février 1966.
Et est-ce qu'on peut s'interroger pour savoir si cette mort a été un peu aidée ou pas? Est-ce que cette mort est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ou pas suicidé? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que cette affaire est une affaire d'exploitation de la CIA, parce que je pense que la CIA n'aurait pas pris le risque en pleine guerre de mécontenter Staline. Et sur sa mort, alors on peut avoir différentes hypothèses, hein, on ne détient pas la vérité, mais lorsque vous lisez les premières pages de son livre, qui sont assez poignantes, en fait, il décrit tout le déchirement que représente pour lui de se couper de ses racines, de se couper de la Russie, de se couper de sa famille, de se couper de ses amis, et de savoir que par sa défection, par sa fuite, il condamnait son père et il condamnait sa mère de manière irrémédiable. Et on sent que ce départ a été pour lui un traumatisme profond, un déchirement profond, et on a le sentiment qu'il ne s'est jamais vraiment remis de son passage à l'Ouest. Les déclarations aussi de deux autres protagonistes, le temps est passé, nous sommes à la fin des années 70, à la fin des années 90, et deux protagonistes étaient encore vivants, Claude Morgan, le directeur des lettres françaises, et Joë Nordman, qui donc était l'avocat des lettres françaises. Ce qui est curieux, c'est que les sources, en fait, le dossier est resté assez complet du côté des lettres françaises et des archives de l'avocat des lettres françaises, et du côté de Georges Izard, on a très peu de sources. Claude Morgan publiera un livre en 1979, un livre de mémoire, où il parlera rétrospectivement de cette période. Et il dira, nous les communistes, nous ne mettions pas en doute les affirmations des soviétiques ni celles de notre parti. Mes déclarations lors du procès Kravchenko dans les lettres françaises le prouvent. Kravchenko cita un nombre de témoins qui tous affirmèrent l'existence des camps de répression où régnaient des conditions atroces. Je ne le crus point. Les uns étaient des koulaks, les autres des ennemis politiques. Je déclarais que, si je pensais qu'il disait vrai, je ne serais pas communiste. Et il conclut en disant de lui-même, pauvre couillon. Et en 1999, Nordman publiera également ses mémoires. Il accordera un interview à l'Express en mai 1996. En fait, il faudra attendre pour lui les années 70 pour qu'il fasse sa première autocritique et reconnaisse ses erreurs sur l'Union soviétique. À la question qui lui a été posée par le journaliste « Comment a-t-il pu nier aussi longtemps la réalité du stalinisme ?» il dira « Il faut se reporter à la guerre, la période la plus importante de ma vie, explique-t-il. Pour moi, le parti et l'Union soviétique étaient dans la continuité de la résistance puis de la coexistence pacifique. Souvenez-vous qu'à cette époque, les intellectuels français étaient dans leur grande majorité proches du communisme. Je suis entré au parti et dans la lutte pendant la guerre par antifascisme. Mon engagement n'avait rien à voir avec l'Union soviétique. » Dans son livre, cet athée, lui, se diagnostique assez simplement et de manière assez authentique. Il dira « Tout bien pesé, la croyance qui est à l'origine de mon aveuglement me paraît comparable à la foi religieuse. La sacralisation de l'idéal à travers un homme divinisé remonte à des temps fort anciens. Le souvenir de mon comportement à la mort de Staline me fait penser à un agenouillement, à une prosternation. » Et puis, à la question, on vous a reproché votre attitude méprisante durant le procès. Nina Berberova, qui avait couvert le procès, vous traite durement dans le livre qui reprend ses articles pour La Pensée russe. Cette attitude ironique, selon lui, s'expliquait par le fait que nous étions persuadés de n'entendre que des bobards du côté des témoins de Kravchenko. Je regrette d'avoir malmené une femme admirable, Margaret Buberman. Mon autocritique n'empêchera pas les historiens de reconnaître que, si nous ignorions la réalité soviétique, nous n'avions pas entièrement tort de dénoncer un complot américain. La manipulation marchait dans les deux camps, dans les deux sens. Voilà, nous sommes le 2 mai 1996. Et ce sont les dernières paroles du dernier témoin du procès Kravchenko.
Merci beaucoup pour cette conférence qui nous fait revivre un épisode un peu oublié, mais assez significatif d'abord de l'histoire judiciaire française, de l'histoire intellectuelle, des passions intellectuelles françaises, d'une forme d'aveuglement français. C'est aussi un moment des relations franco-soviétiques, franco-russes. Une simple question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez connaissance, avant ou après l'affaire Kravchenko, en France ou ailleurs, de procès, d'épisodes qui, par leur ampleur, par leur niveau d'aveuglement, pourraient rappeler ça? Sur un procès, je pense vraiment que ce procès est unique. Je n'en connais pas d'équivalent. En revanche, je pense que c'est une des illustrations des errements d'une partie de l'intelligentsia française et de son aveuglement par rapport à une réalité, un aveuglement qui sera réitéré au moment du Cambodge. Donc, c'est une des illustrations de l'entêtement d'une certaine partie de la gauche à ne pas ouvrir les yeux. En revanche, je trouve ce procès absolument unique du fait de l'histoire de Viktor Kravchenko, du fait de la qualité des protagonistes, du fait de la qualité des témoins, du moment auquel ce procès se tient. Mais je dois être certainement un ignare, mais je n'en connais pas d'autres. J'avais une question pour Karim qui vit en France. Nous, on vit ici, donc on est tout à fait ignorant de ces questions. Mais quels sont les parallèles que tu pourrais dresser avec les aveuglements actuels? Il se passe beaucoup de choses en France, il y a des attentats, etc. Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des groupements intellectuels aveugles à certaines choses? Voilà. Ouais. D'abord, c'est une question difficile que je ne te remercie pas de me poser. Je suis en fait, ce procès m'a confirmé dans une interrogation, mais je n'ai pas la réponse à cette interrogation. C'est que en France, on continue à avoir une gauche, une extrême gauche très active, que ce soit à travers le Front populaire, que ce soit à travers la mainmise de l'extrême gauche sur le Parti écologique. On a l'impression qu'on est toujours un petit peu, en tout cas que cette gauche-là est toujours un petit peu à contre-courant de l'évolution du monde et de ce qui se passe ailleurs. Et je pense je m'interroge en fait sur l'entêtement de cette gauche à ne pas se poser les bonnes questions et à se perdre dans son idéologie. Après, l'histoire est en mouvement, l'histoire bouge, et voilà. Et ceux qui ont raison un jour ont tort le lendemain. Donc en fait, il y a toujours cette constance dans la gauche française, l'extrême gauche française, à défendre l'indéfendable. Et l'histoire l'a montré en 1947 au cours de ce procès. Et on voit d'ailleurs dans l'exemple de Nordman, qui est un communiste convaincu, qui fait son mea culpa en 1970, mais qui continue à dire, et sans doute en partie, il y a des manipulations dans les deux sens, mais il dit l'affaire Kravchenko, c'est aussi une histoire de manipulation. Donc il continue à le dire, même après les aveux de Claude Morgan, qui dit mais en fait cet article a été écrit par Ullmann, Sim Thomas n'a jamais existé, et on retrouvera ces mêmes errements au moment des Khmers rouges et de l'épisode cambodgien. Justement, je pose une autre question, parce que j'ai remarqué que plus je pose de questions avant la salle, plus il y a de questions ensuite. J'ai remarqué que quand je donne la parole tout de suite à la salle, les gens disent, regardent leurs chaussures et ne posent aucune question. Donc j'en pose une autre.
Tu as parlé tout à l'heure des Khmers rouges et tu en reparles maintenant, ça tombe bien parce que je voulais te poser ma deuxième question sur ce sujet. Ce qui me frappe toujours, dans l'affaire Kravchenko bien sûr, mais justement je vais te poser une question, et dans l'affaire des Khmers rouges, c'est l'absence d'excuses. Il y a au moment de, à partir du 17 avril 1975, pour ceux qui s'en rappellent, enfin, j'avais 3 ans, mais bon, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, il y a un certain nombre de gens en France qui disent que c'est admirable. Il y a des petits gars en noir qui ont pris Phnom Penh et qui vont apporter la démocratie dans ce pays. Et qui, pendant 3 ans, 8 mois, 20 jours, comme vous disent les Cambodgiens, pour vous rappeler qu'ils se rappellent chacun de ces jours, massacrent un quart de la population, 2 millions sur 8 millions. Ce qui me frappe, c'est que pendant ces 3 ans, 8 mois, 20 jours, il y a en France un certain nombre de journaux, dont Le Monde, dont l'excellent correspondant du Monde à l'époque en Asie du Sud-Est, Debert, je me souviens très bien, puisque nous avions, toi et moi, son fils dans notre classe, donc c'était amusant parce que le père défendait les Khmers rouges, mais mettait son fils chez les jésuites. Il y a un certain nombre de gens comme lui qui défendent ce qu'on a appelé la clique Khmer rouge. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'à partir du moment où on découvre les camps, on découvre ces enfants qui devaient étouffer leurs parents avec un sac en plastique ou ce genre de choses, on attend des excuses. Le seul à s'excuser, assez longtemps après d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est Jean Lacouture, qui dit « Oh, je suis désolé, je ne savais pas, etc. » Tous les autres disparaissent. Alors, est-ce que dans le procès Kravchenko, après la découverte des purges, parce que Kravchenko, c'est l'histoire des purges et c'est l'histoire des camps. Et il ne parle pas que des purges, il parle aussi de tout ce qui arrive voilà, avant la famine, et puis après le goulag, disons, hors période de purge intensive. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont excusés? Est-ce qu'il y a des gens, là tu as cité 2 témoignages, donc un témoignage de Claude Morgan, puis un témoignage de l'avocat, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont dit on s'est un petit peu trompé, etc. Parce que Claude Morgan se traite de couillon, bon, 25 millions de morts plus tard, se traiter de couillon, moi je trouve ça un peu léger. Donc est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme excuse? S'il y en a eu, ou comme regret, ou comme... ou mieux comme suicide en découvrant ce qu'ils avaient vu, je ne sais pas. Alors, peut-être pas. Enfin, d'abord, juste, il y a quand même une circonstance atténuante pour tous les protagonistes du procès de 1948, 49, pardon, c'est que tous ont beaucoup, soit les avocats d'ailleurs ou les différents protagonistes, sont issus de la résistance. Et qu'on le veuille ou non, les communistes se sont sacrifiés pour la résistance. Alors, c'est vrai qu'avant, il y a eu la poignée de main entre Ribbentrop et Staline, mais il y a eu quand même, et c'est ce que dit d'ailleurs Nordman, au fond, pour eux, le communisme est synonyme en 1945 de la résistance. Et Georges Ullmann, qui a été un résistant, qui a été déporté et qui écrira cet article sous la signature Sim Thomas, qui par la suite était proche du NKVD, pour lui assimilait également communisme et résistance. Donc ils avaient quand même cette circonstance atténuante. Après... Oui, mais c'est un sujet sur le positionnement de l'extrême gauche française. Moi, et des intellectuels. En fait, c'est pas de la gauche française, pardon. Là, en fait, pour être précis, parce que c'est trop vague et trop imprécis, c'est des intellectuels de gauche français. Certains intellectuels de gauche. Et il y a toujours, voilà, c'est ce qui vaut mieux cette fameuse phrase. Est-ce qu'il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron? C'est Voilà, et ça, moi, j'ai pas la prétention de répondre à cette question, ni d'être capable d'expliquer le pourquoi de ce positionnement récurrent de certains intellectuels de gauche français. Alors, est-ce que c'est un héritage comme Garaudy, qui en est une caricature? Est-ce que c'est un héritage du cartésianisme, de la Révolution française, qui cadre très bien avec un cartésianisme et une logique implacable jusqu'au bout, jusque dans la violence? Voilà, ce ne sont que des questions, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc en espérant que tu auras la réponse aux questions qui te seront posées, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Gilles Chenesso, c'est parmi les meilleures questions, ça.
Oui, merci de cette très intéressant retour sur l'histoire. Ma question serait un peu dans la ligne de celle-ci, qui ne concerne pas les intellectuels directement. Mais est-ce que vous pensez que ce procès et donc sa couverture médiatique a produit un changement dans l'état d'esprit de la population française de l'époque, qui était donc justement assez proche du parti, pour un bon tiers en tout cas? Et est-ce que ça a eu autant d'impact pour les communistes eux-mêmes d'ailleurs que 56 ou 68 après? Est-ce que c'est déjà un moment de rupture par rapport à l'abandon progressif des idées communistes en France? Oui, je pense que sans doute il a apporté sa petite pierre, puisque alors qu'on se disait, mais au fond, il exagère peut-être ce Kravchenko dans ce qu'il raconte dans son livre, ces purges, ces famines, ces enfants cadavériques qui jonchent les bords des routes, c'est sans doute il exagère. Donc, au fond, le tribunal lui donne raison, sa couverture médiatique décuple la portée de cette victoire judiciaire, mais qui reste limitée parce que le tribunal ne se prononcera pas sur le fond, c'est-à-dire ne dira pas au fond que Kravchenko a raison sur l'existence des camps, Kravchenko a raison sur l'existence des purges. Mais effectivement, on est à une période où on rentre dans une période où le regard sur le régime stalinien est de plus en plus critique. Alors, Kravchenko n'est pas le premier à apporter son témoignage sur les... mais en tout cas, en 1947, on est dans un contexte où et sa voix a plus de portée. Elle a d'autant plus de portée qu'il est lui-même issu de ce système. Et c'est un des hauts fonctionnaires de ce système et il a une hiérarchie élevée. Et donc, son témoignage n'a que plus de poids et confond vraiment les défenseurs aveugles du régime stalinien. D'autres questions? Alors, je voudrais vous demander pourquoi ce livre n'est pas tant connu que ça dans la société russe aujourd'hui. Il y a peu de gens qui connaissent Kravchenko et son livre, alors que c'est certainement un des livres majeurs du XXe siècle en Russie, aussi fort que L'archipel du Goulag ou Vieil Destin. Et ce qu'il n'y a pas non plus, on parle d'un aveuglement français, mais il n'y a pas un aveuglement russe aussi. Je me souviens quand j'ai discuté dans mon enfance avec la communauté russe en France, ce livre, tout le monde le connaissait, tout le monde l'avait lu. Et il avait marqué tout le monde. Et les gens étaient très choqués par, effectivement, que le fait que parmi les immigrés russes de la première et de la deuxième génération, les intellectuels français refusaient la réalité du système totalitaire. Parce que ça a été le premier livre qui a véritablement montré au monde entier ce qu'était le système soviétique, c'est-à-dire un système totalitaire. Comme il y avait le nazisme, il y avait aussi le totalitarisme soviétique. Enfin, en tout cas, le stalinisme. Mais en même temps, je posais la question dans l'autre sens, c'est que ce qui m'a frappé, en tout cas, quand j'ai lu le livre bien des années après, et après avoir vécu en Union soviétique, avoir été étudiant ici, je me suis aperçu que la société qu'il décrivait était totalement différente de la société que j'ai connue en Union soviétique. C'est-à-dire que vivait encore une génération de gens dans les années 30 qui étaient nés avant la Révolution, qui avaient un esprit critique. Et quand on lit Kravchenko, on voit qu'à l'époque stalinienne, personne ne croit en l'Union soviétique. Même parmi les dirigeants, tout le monde se rend bien compte que c'est un système totalitaire. Et en ce sens-là, Kravchenko apporte quelque chose de très fort, c'est qu'il est inattaquable. C'est un communiste pur et dur et convaincu. Sa famille, pendant 2 générations avant lui, a été envoyée en Sibérie sous les tsars parce qu'ils étaient communistes. Et lui, il y croit toujours. Jusqu'à la fin de sa vie, il y a cru. Mais néanmoins, on voit qu'à cette époque, quand il décrit la société au jour, à cette époque-là, personne ne croit au système. Tout le monde se rend bien compte qu'il y a des gens qui meurent tous les jours à côté et qui sont envoyés dans les camps. Et moi, ce que j'ai ressenti à travers ce livre, c'est véritablement la dureté du système stalinien. Vraiment le système totalitaire en soi-même. Et ça m'a permis de comprendre la société soviétique que j'ai vue dans les années 80 ou la Russie d'aujourd'hui. Dire qu'à l'époque, c'était tellement dangereux d'ouvrir sa gueule
enfin, qu'on risquait véritablement sa vie, que cette tradition un petit peu de l'ouvrir et de vouloir croire à la vérité qu'on nous donne, s'est ancrée, certainement après la guerre, parce qu'une nouvelle génération est née, et une génération qui est née en Union soviétique, qui n'avait rien connu d'autre. Mais cet esprit-là, je ne l'ai jamais vu chez les Russes émigrés, que j'ai connus dans ma petite enfance, qui, eux, étaient nés soit sous le tsarisme, soit dans les années 20 ou 30. Et c'est une question que je vous pose. Est-ce que ça n'a pas eu, à travers ce livre, on ne peut pas se poser la même question qu'on se pose par rapport aux intellectuels français, vis-à-vis aussi... Est-ce que Kravchenko ne nous explique pas, à travers toute la dureté du système qui nous montre, la société qui existe aujourd'hui en Russie, qui a existé après la guerre? Avant de laisser Karim me répondre, j'aurais juste apporter une précision, c'est que j'ai demandé à Karim de faire cette conférence en tant qu'avocat, non pas en tant que spécialiste de la Russie. On invite très souvent aux conférences du Courrier de Russie des spécialistes de la Russie, et très souvent qu'il n'est pas. Donc toutes les questions portant sur la Russie, c'est un spécialiste depuis cette conférence du procès Kravchenko. Je suis pas sûr qu'il puisse, il va vous répondre, il est grand maintenant, et je suis pas sûr, en plus je sais pas s'il va très très bien identifier la question que vous avez posée, parce que vous faites penser à cet examinateur que j'avais eu, où j'étais très mauvais, je ne savais pas répondre, qui m'avait parlé pendant 10 minutes et qui m'avait dit à la fin, vous avez passé un excellent oral. Donc je ne sais pas si Karim a identifié votre question. Bon, voilà, voilà, il est beaucoup plus fort que moi. En revanche, c'est vrai que, je ne suis pas un spécialiste de la Russie, donc je ne pense pas être capable de répondre à votre question. Peut-être des éléments de réflexion par rapport à ce que vous avez dit, mais uniquement des éléments de réflexion. D'abord, Staline a fait quand même le vide dans toute une génération. C'est-à-dire que les personnages historiques et fondateurs de la révolution bolchevique ont tous disparu. Cette génération que vous décriviez, beaucoup a disparu, en grande partie. Juste un chiffre. En 1934, le Parti communiste comportait, et ça, ce sont des éléments chiffrés, c'est intéressant, ce sont des éléments chiffrés que Maître Izard, l'avocat de Kravchenko, a apporté à l'audience, justement pour étayer l'existence de ces purges. En 1934, le Parti communiste comportait 1 874 000 adhérents. Il n'en restait plus que 1 588 000 en 1939, donc 300 000 de moins. Sur 71 membres du comité central du Parti communiste bolchevique de l'URSS, il en reste 15 en 1939. Donc en 1934, vous avez 61 membres, il n'en reste plus que 15 en 1939, 4 morts, 3 exclus du parti et 49 disparus. Donc 50 sur 71. Donc ce qui peut expliquer aussi, c'est que le vide a été fait. Et puis, une question que je me pose, il y a un antagonisme entre la Russie et l'Ukraine. Kravchenko est ukrainien. Les famines ont décimé l'Ukraine. Est-ce que c'est une des raisons ? Je formule juste la question. Je ne prétends pas du tout avoir la réponse et peut-être que la question est à côté de la plaque, mais ça peut être aussi un élément de réflexion. Là-dessus, je peux vous répondre. Parce que là, dans son livre, il y a des moments où effectivement il parle de l'Ukraine et il fait de l'apologie de la Russie. Il ne fait absolument pas la différence entre la Russie et l'Ukraine. Il n'est pas du tout, à aucun moment, on peut sentir chez lui. Je ne le prête pas à Kravchenko, mais le fait que ce soit moins accueilli ou dont on n'en parle pas en Russie, non, Kravchenko, d'ailleurs, dans son livre, il le dit très bien. Il dit moi, mon livre n'est pas contre la Russie, il est contre le système soviétique. Et il le dit noir sur blanc. Donc effectivement, vous avez raison, il chante la gloire de la Russie, il chante la gloire de l'Ukraine, et il ne fait aucune différence entre les deux. Mais la question que je me pose, c'est l'accueil auprès de la population russe ou d'intellectuels russes de ce livre. Est-ce que cet accueil n'est pas handicapé par le fait que Kravchenko soit ukrainien, qu'il dénonce des famines qui ont été perpétrées par les Russes en Ukraine, et explique aussi en grande partie pourquoi les Ukrainiens ont accueilli à bras ouverts les troupes nazies lorsqu'elles ont lancé l'opération Barbarossa. Je sais pas.
Alors, je connais très bien Arnaud, c'est quelqu'un qui frétille sans en avoir l'air. Donc je vois depuis tout à l'heure, il y a le sourcil gauche qui bouge un peu, qui frétille intérieurement. Il y a quelques questions qui lui traversent la tête, mais il ne sait pas s'il peut, etc. Donc je suis sûr qu'il te reste une question que tu as envie de poser. Eh bien non. Non, pour rebondir, c'est plutôt pour rebondir sur ce que disait monsieur, effectivement, alors je ne sais pas à quelle période vous faisiez référence. L'accueil à l'époque de la perestroïka, la redécouverte de ce qu'on n'avait jamais lu, ou les années d'aujourd'hui. Parmi les obstacles, je ne sais pas si c'est un obstacle objectif ou subjectif, mais en tout cas un obstacle réel à la redécouverte de ce type de littérature, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on trouve, par exemple, dans les librairies qui se trouvent à 200 mètres d'ici. Si vous regardez un petit peu, j'ai fait l'expérience la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle, j'étais un peu choqué, je dois le dire. La librairie que tout le monde connaît, qui est à 200 mètres d'ici, a beaucoup changé en quelques années. Et en tout cas, ce qui y est vendu. En tout cas, ce qui est vendu, non pas au rayon littéraire, mais au rayon actualité et histoire contemporaine. Et tout ça laisse des traces, évidemment. Tout ça laisse des traces, y compris dans l'appétence ou la curiosité que peut avoir le lecteur lambda aujourd'hui en Russie. Je vois beaucoup de... Encore une fois, ça concerne un rayon très précis. Hein. La grande littérature russe ne change pas. Même il y a une nouvelle littérature russe qui est très intéressante. Mais le rayon histoire contemporaine, on voit, sur la période qui nous concerne, c'est-à-dire Staline, la Deuxième Guerre mondiale, on voit beaucoup de livres de très mauvaise qualité, d'ailleurs, il faut le dire, d'un point de vue historique, scientifique, qui vont dans un sens, qui font l'apologie du stalinisme. Voilà, sans aucun recul, effectivement, sans aucun tri. C'est un peu ce qui fait écho aux communistes français de cette époque, c'est aux supporters de la Révolution française, de l'école historique française à la Sorbonne jusqu'à pas si longtemps, c'est un seul bloc. Voilà. Staline, un seul bloc. Donc c'est pas très étonnant, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Puisque le fond du procès, c'est de juger de la moralité de Kravchenko, donc savoir s'il était manipulé par la CIA, si c'était quelqu'un de bien, etc. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de citer autant de témoins des horreurs soviétiques, puisque, comme vous l'avez dit, finalement, le procès s'est pas tenu sur est-ce que l'Union soviétique était un système totalitaire ou pas. Et je voulais aussi vous demander, vous avez parlé des intellectuels de gauche qui ont pris position et qui après ont fait leur mea culpa ou pas. Et qu'en est-il du Parti communiste, sa prise de position, est-ce qu'il a fait son mea culpa un jour sur l'affaire Kravchenko ? Sur le premier volet de votre question, en fait, c'est toute l'erreur de stratégie des lettres françaises au cours de ce procès. C'est-à-dire mais au fond, elles n'avaient pas beaucoup de choix. Leur stratégie, puisqu'elles ne pouvaient pas démontrer de manière... il n'y a aucun moyen de démontrer que les purges n'ont jamais existé ou que les camps n'existent pas. Ça serait une preuve par la négative, c'est absolument impossible d'apporter cette preuve. Et donc, leur stratégie a été, mais ce qui est récurrent dans c'est d'attaquer l'homme pour décrédibiliser les idées. Et donc, du coup, elles se sont trompées dans leur stratégie de communication. Je pense que ça a été une erreur grossière, ces articles. Et deuxièmement, dans l'organisation du procès, elles se sont dit, on va faire venir des témoins pour décrédibiliser Viktor Kravchenko. Et donc, du coup, ils ont fait venir des témoins du RSS. Et toute la tactique de Viktor Kravchenko et de ses avocats ont été de faire de ce tribunal, parce que Kravchenko aurait pu très bien limiter sa défense à vous ne démontrez pas que je suis un agent de la CIA, vous avez la charge de cette preuve, vous ne démontrez pas que je suis un alcoolique, vous ne démontrez pas que je suis... voilà. Et en fait, toute son intelligence, avec ses avocats, a été de faire de ce procès une tribune
contre le régime stalinien. Et donc, ils ont répondu à ces témoignages par des témoignages de déplacés qui ont préféré ne pas rentrer en Union soviétique au lendemain de la guerre pour éviter d'être persécutés par le régime stalinien. Donc ça, c'est pour votre première question. J'espère que j'y apporte une réponse. Et alors, vous allez me rappeler le second volet. Ah oui, sur le Parti communiste français, non, je ne connais pas d'acte de regret ou de repentance ou d'excuse même du Parti communiste. Ah mais ils ont largement défendu les lettres françaises, ils venaient d'adhérer au Cominform, ils étaient qui ne comprenaient pas leur participation au gouvernement et donc ils étaient totalement, ils ont soutenu financièrement les lettres françaises aussi et donc ils étaient dans la ligne des lettres françaises.